La plupart des aires marines protégées qui ont été créées en Afrique de l'Ouest, et notamment celles qui ont été créées depuis une dizaine d'années, elles ont deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est des aires marines d'une taille très réduite. Voilà, il y a une taille de ces aires marines protégées qui est trop petite pour avoir des effets réels sur l'état des ressources marines, sur les grands stocks de poissons et du coup, au bout du compte, sur les grandes pêcheries de la sous-région. Et puis elles ont été créées avec l'idée, à mon avis, naïve et qui ne peut pas être vérifiée, qu'elles pouvaient remplacer des modes de gestion traditionnels. Les aires marines protégées doivent être un outil additionnel, mais elles ne peuvent être efficaces qu'intégrées dans un plan de gestion global qui gère également les capacités de pêche, l'effort de pêche, les engins de pêche, etc. Il est trop naïf de penser que les aires marines protégées à elles toutes seules peuvent résoudre l'ensemble des problèmes de la pêche. Il nous paraît qu'il serait plus facile de mettre en place un petit nombre d'AMP assez grandes, placées dans des endroits critiques pour le système et pour les pêcheries qui y travaillent, plutôt que de travailler pêcherie par pêcherie pour savoir quel petit AMP pourrait être utile pour quel type de pêcherie. À notre avis, en coupant un peu trop les cheveux en quatre, on va donner une tâche aux administrations locales qui sera infaisable. C'est trop tôt de parler des effets positifs de ces aires marines protégées que nous avons déjà créées ou bien que nous allons créer dans le futur proche. Parce qu'en matière de pêcherie, par exemple, le timing qu'il faut, c'est 10 ans pour analyser les données récoltées et faire des modélisations, si vous voulez. Les bénéfices de la conservation seront mesurables dans un futur plus ou moins proche, mais pas immédiatement. En revanche, par conservation, j'entends restriction des activités, exclusion de certaines personnes ou de certaines techniques, etc. Alors que les impacts négatifs seront perçus immédiatement. Et il faut reconnaître que c'est une position très difficile pour un gestionnaire de justifier des coûts qui sont perçus par ces populations immédiatement en leur promettant des bénéfices qui seront dans le futur, et souvent pas facile à mesurer. On a toujours tendance à croire que la vérité scientifique elle est absolue, ce qui n'est pas du tout le cas, notamment sur les questions de sciences appliquées aux ressources naturelles. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes dépendent à la fois des informations qu'on intègre pour prendre la décision, de leur interprétation, mais aussi de la limite des outils même qu'on utilise pour un peu tirer l'information qu'il faut. L'autre chose, c'est le niveau de complexité, c'est au niveau même opérationnel. C'est-à-dire que si on prend l'écosystème, quand on prend une décision, on ne sait pas forcément la réaction que l'écosystème va donner. Je veux dire que quand on prend une AMP, et vous l'avez vu avec les résultats, on n'est pas effectivement forcément sûr des effets que ça va produire. L'autre chose, c'est sur les systèmes socio-économiques. Là aussi, il y a une grande incertitude. Donc, on ne sait pas exactement comment le système socio-économique réagit en fonction des décisions qu'on prend.
Comme tout investissement, cet investissement dans la conservation présente des coûts et des avantages. Et ces coûts et ces avantages sont inégalement répartis au sein de la société, inégalement répartis dans l'espace tout d'abord, parce qu'une aire marine protégée, c'est un certain nombre de restrictions d'usage qui affectent plus ou moins certaines populations. Ce sont des bénéfices marchands ou non marchands qui peuvent concerner les populations de pêcheurs, mais qui peuvent aussi concerner d'autres usages, l'écotourisme par exemple. Donc il faut essayer d'évaluer la balance entre ces coûts et ces avantages, quelles sont les populations qui bénéficient le plus et quelles sont les populations qui vont être le plus gênées par les mesures qui sont prises. C'est également un problème temporel. Les coûts des restrictions sont souvent se font sentir souvent à court terme, rapidement, alors que toute une partie des avantages sont différés dans le temps, à plus ou moins long terme. La conservation de l'écosystème, l'amélioration des ressources halieutiques, ça prend du temps et donc il faut être capable de pondérer ces différents éléments pour voir d'une part si le bilan global est positif et d'autre part comment se répartissent entre les différentes parties prenantes les bénéfices et les coûts de l'opération, de telle façon que éventuellement des mesures compensatoires ou des mesures d'accompagnement puissent être prises, de façon à ce que l'aire marine protégée soit acceptable si possible par l'ensemble du corps social. La mise en place d'une aire protégée n'a pas que des bénéfices, comme une mesure de pêche d'ailleurs traditionnelle n'a pas que des bénéfices, elle a également des coûts. Il faut être capable d'anticiper ces coûts aussi bien qu'on peut le faire avec les données qu'on a sous la main. Si on a de grands modèles mathématiques dans des ordinateurs, tant mieux. Et si on n'a qu'un arbre à palabre et des pêcheurs autour, tant pis, on fait avec ce qu'on a, mais c'est faisable. Et il faut avoir ensuite surtout la volonté de penser en termes de compensation, d'activités complémentaires par exemple pour les communautés, etc. Donc on peut le faire à un niveau très sophistiqué, en théorie on peut le faire à un niveau simple, encore faut-il avoir la volonté d'intégrer la conservation et la pêche dans un système qui est fonctionnellement intégré, ce qui souvent, malheureusement trop souvent, n'est pas le cas.